Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, cette semaine, l'émission sera particulièrement originale car nous allons parler de généalogie. Alors, avant tout, avant de vous dévoiler le sujet, je dis bonjour à Liliane Nedjar. Bonjour Liliane. Bonjour Monique. Alors Liliane, je sais que vous êtes deux à avoir écrit ce document qui est particulièrement important. Le titre, Les protégés israélites du consulat de France à Tunis de 1830 à 1913. Alors Liliane, Kesako, c'est quoi ce document qui est épais et qui est très très riche en renseignements? Oui, en effet, donc c'est une compilation d'un nombre important de registres matricules concernant les protégés au consulat de France à Tunis et qui rassemble à peu près plus de 3600 protections. Alors les protections, c'était des accords dits de capitulation entre les puissances européennes, en l'occurrence la France, et l'Empire ottoman. Et ça depuis le XVIIe siècle. Donc les gens les Tunisiens d'origine algérienne qui voulaient avoir la protection de la France s'adressaient au consulat pour l'obtenir. Il fallait qu'ils présentent forcément un certain nombre de documents et qui prouvent souvent leur origine algérienne, ce qui n'était pas très compliqué. Il suffisait d'aller faire un court séjour en Algérie pour l'obtenir. Donc en fait, on s'aperçoit que je dirais pas que les frontières étaient mobiles, mais les gens voyageaient beaucoup. Oui, en effet. Moi, je suis étonnée de lire autant de documents qui prouvent que les gens voyageaient beaucoup. Depuis la création de la ligne de train Beaune-Guelma, il y avait plusieurs centaines de personnes par jour qui voyageaient entre l'Algérie et la Tunisie, par exemple. Oui, moi-même qui suis de la frontière algéro-tunisienne, une grande partie de ma famille, ma grand-mère maternelle était de Guelma, et je m'aperçois qu'il y avait énormément de passages. Ah oui, en effet, oui. Et alors, oui. C'est un rapport avec le nombre de passeports qui lui-même est très important, parce que les passeports étaient d'une validité très courte, et on en a relevé des centaines et des centaines. Alors, ce document qui est particulièrement original par sa méthode, parce que vous procurez une méthode de travail, Liliane, qui consiste en quoi? Alors, tout d'abord, d'abord, je précise que l'intérêt de la protection résidait dans le fait que les gens qui l'obtenaient, la protection du consulat de France, permettait à ces personnes d'échapper à la juridiction du bey, et donc qui était quand même moins clémente que la protection française. Donc, nous avons procédé tout d'abord à la photographie de toutes les pages, de tous les registres de ces protections. Et ensuite, donc ça s'est fait au consulat, aux archives diplomatiques de Nantes. Et ensuite, de retour à Paris, nous avons indexé chaque photo, chaque page de ces registres sous forme de tableau Excel, en indiquant donc tout un ensemble de renseignements, le nom de la personne qui obtenait la protection, bien évidemment, oui. Sa date de son nom, son prénom, sa date de naissance, sa profession, son adresse, ainsi que le prénom de son père, éventuellement de sa mère, mais un peu moins fréquent, et son conjoint, et surtout ses enfants, et voire même les cousins, les neveux, etc. Donc c'est forcément un document extrêmement riche en renseignements. Ah oui, parce que quand on voit les pages, les noms et surtout le lieu, la demeure, donc domicilié A, et tout à côté le métier. Et alors, ce qui m'a épaté, c'est qu'il y a bien sûr beaucoup de métiers qui ont disparu depuis. Parce que certains sont colporteurs, d'autres sont ferblantiers. On est étonnés. Effectivement, mais il faut énormément de commerçants. Oui, beaucoup de commerçants, c'est vrai, c'est exact. Et artisans, en fait. Et alors, Liliane, est-ce que vous avez eu accès facilement au registre à Nantes? Oui, tout à fait. Oui, nous avons une très très bonne coopération avec les responsables des archives diplomatiques de Nantes, et ça n'a pas posé de problème du tout. Et je crois même que vous encouragez
les généalogistes à prendre rendez-vous avec le Centre des archives de Nantes, le CADN, et Oui. pour pouvoir voir sur place les microfiches et pouvoir travailler, parce que beaucoup de gens font des recherches dans ce sens. Oui, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont concernées par ces protections, je précise d'ailleurs qu'il s'agit surtout de tout le monde ça. Les gens d'origine livournaise, enfin italienne, n'étaient pas franchement concernés par les protections. Tout à fait. Et donc, ce qu'il est possible de consulter à Nantes, ce sont d'une part les pièces justificatives. Il y a quand même 12 cartons qui représentent à peu près 2000 pièces. Alors, les pièces justificatives, ce sont les documents qui permettaient aux personnes d'obtenir cette protection. Donc, ce sont une correspondance, des passeports, des certificats de nationalité, cartes de sûreté, certificats de notoriété, ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne les certificats d'autorité, c'est souvent en hébreu, mais généralement traduit, la traduction est jointe. D'accord. Alors, ces documents donnent une description absolument incroyable, description physique de l'intéressé, jusqu'à la forme de son nez, de son menton, de son front, ou s'il a un signe particulier comme une cicatrice ou un handicap, etc. Donc de ce point de vue, c'est très 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 riche. Par ailleurs, il est possible aussi, lorsqu'ils existent, c'est pas le cas pour tout le monde, mais des dossiers individuels, il y a quand même 254 cartons qui sont très complets. Et même dans certains cas, possible d'avoir une généalogie complète. Je vois l'exemple de mon mari, pour une famille marette, où on a pu obtenir l'intégralité de sa généalogie. C'est extraordinaire. Dans le concret, Oui, Liliane, avec les collatéraux. Comment? dans le concret, il faut prendre rendez-vous combien de temps à l'avance avec le CADN? Non, c'est pas nécessaire. Il suffit de connaître déjà la cote. Oui. Et d'aller sur place d'écrire avant, d'envoyer un courrier, un mail aux archives diplomatiques de Nantes et de demander donc la cote en question. Oui. Qui est indiquée dans le livre. Tout à fait. Alors, la cote, ce sont les immatriculations et c'est le numéro qui correspond au registre. Effectivement, le registre ne donnera pas plus de renseignements que ce qui est déjà indiqué dans l'ouvrage. D'accord. Non, mais après, je veux dire, voilà, rappelez cette cote et c'est ça qui permettra d'avoir accès au dossier complet là-bas. Les dossiers complets les cotes sont indiquées à la fin du livre. Oui. Aussi bien pour les dossiers individuels que pour les pièces justificatives. D'accord. Ok. Et alors, Liliane, question essentielle. Où se procurer ce livre, ce document de travail qui est vraiment d'une grande richesse? Eh bien, ce livre a été édité par le Cercle de généalogie juive, donc en vente au Cercle. Sur le site du Cercle, qui est sur Internet, bien sûr, j'ai pas les références du site. Bon, mais ça doit être facile à retrouver. C'est Cercle de généalogie juive. Oui, c'est le www.généalogie.org. Généalogie, G-I-E alors? Non, LOJ. On reprend. D'accord. Sinon, est-ce que par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas la connexion Internet pourrait se le procurer par ailleurs? Oui, en écrivant au Cercle, 16 rue de l'Échiquier. Voilà, d'accord. À Paris 10e. Nous sommes tous bénévoles. Oui. Et nous travaillons pour une sorte de mise-en communautaire. Et puis une passion, parce que c'est un travail, travail de titan, hein, quand on voit les documents qui ont été numérisés, ne serait-ce que sur la 4e de couverture, c'est extraordinaire. Hein. Ah oui. Alors, je rappelle aux auditeurs, ce document, les protégés israélites du consulat de France à Tunis de 1830 à 1913, travail énorme réalisé par Liliane Nejar et Thierry Samama dans le cadre du Cercle de généalogie juive. Merci Liliane. Allô? Merci. Oui. Merci Liliane. Merci Monique. À très bientôt. À bientôt, je vous remercie. Nous allons poursuivre cette émission avec un livre qui est apparu également au Cercle de généalogie juive, le livre d'Alain Nejar et Gilles Boulu, La communauté juive portugaise de Tunis, dite
livournaise ou graine. Et en fait, ce livre regroupe vraiment c'est le fruit d'une recherche importante, dont 2 registres qui renferment, entre autres, les contrats de mariage de cette communauté des Juifs italo-ibériques. Donc, je dis bonjour à Gilles Boulu. Bonjour. Alain Nedjar. Bonjour. Et Liliane Nedjar. Bonjour. Nous allons commencer tout de suite en précisant que vous avez fait un travail colossal qui vient étoffer la somme de ketubot de la communauté juive tunisienne d'origine graine, d'origine livournaise, et vous êtes vous-même membre du cercle de généalogie juive tunisienne de France, et vous complétez les travaux de Robert Attal et Joseph Avivi de l'Institut Ben-Zvi. Vous confirmez tout ceci, Gilles? Oui, tout à fait. Les chercheurs israéliens, en fait, avaient trouvé 3 des 10 registres qui existaient sur cette communauté Grana. Et nous avons eu la chance, il y a 2 ans, de mettre la main sur 2 autres registres totalement inconnus, que nous avons donc publiés. Alors, justement, vous avez découvert ces 2 registres supplémentaires qui contiennent 434 et 264 ketubot. Vous les présentez et vous établissez des statistiques en faisant des croisements de plusieurs sources. Tout à fait. On a fait les statistiques en utilisant non seulement nos 2 registres récemment retrouvés, mais également les autres registres, ce qui fait en tout 5 registres, qui s'étalent en fait entre 1788 et 1881, donc ce qui fait un corpus exceptionnel d'environ 2000 ketubot sur près de 100 ans, ce qui lui permet d'établir des statistiques fiables. Alors, je félicite la très belle préface d'Elia Bocara, de Milan, que j'ai trouvée particulièrement touchante et qui rappelle le grand mérite que vous avez de donner la possibilité de dresser la généalogie des différentes familles juives tunisiennes graines. Tout à fait, grâce à ce corpus exceptionnel ininterrompu pendant 100 ans. Et si on ajoute également l'état civil des Juifs de Tunisie que notre cercle a mis en ligne il y a 2-3 ans, ce qu'on appelle la base Bécane, vous avez 21 000 actes entre 1886 et 1913, eh bien on peut dire que tout descendant d'un membre de cette communauté peut remonter jusqu'au XVIIIe siècle, ses ancêtres. Alors je me tourne maintenant vers Alain Nedjar et je rappelle Alain que vous allez nous parler un petit peu, présenter ces registres matrimoniaux qui ont été établis avec des rabbins qui étaient notaires, avec une écriture cursive de type tunisien. Alors je ne savais pas qu'il y avait une écriture cursive de type typiquement tunisienne. En vérité, l'écriture cursive dite séfarade se retrouvait sur tout le pourtour de la Méditerranée et même en Espagne. Le cursif séfarade a une particularité, c'est que c'est une langue écrite et qui a été abandonnée, puisqu'en Israël actuellement, le cursif ashkénaze est celui qui est employé. Tant et si bien qu'on trouve difficilement des personnes capables de lire aujourd'hui le cursif séfarade. Et je crois que vous avez été aidé par quelqu'un qui a été capable et à la hauteur de pouvoir vous traduire ces cursives de type tunisien. Oui, nous avons été aidés par plusieurs personnes, dont Raphaël Attias, qui est un juif d'origine du Maroc, et nous avons été aidés également en Tunisie par le grand rabbin de Tunisie lui-même. Alors, l'un d'entre vous va nous expliquer, j'étais un petit peu étonnée de voir que les dots étaient en rial tunisien, mais parfois en doro. Doro, c'est la pièce en tunisien, enfin à l'époque où nous étions en Tunisie, le peso fort d'Espagne ou le franc toscan de Livourne. Oui, alors en fait, la grande majorité des dots étaient donc en rial tunisien, ou piastre en fait. Dans quelques cas de familles venues, de grandes familles rabbiniques venues de Gibraltar par exemple, ou du Maroc, qui se sont mariées à Tunis, eh bien dans ce cas-là, la dot était en pesos fort d'Espagne, en douros, qui avait cours donc à Gibraltar ou au Maroc. Alors, lequel des deux va nous parler directement des 4 conditions en cas de polygamie différente des twins? Donc, je donne la parole à Alain Nedjar. Oui, alors les 4 conditions. En fait, lorsqu'on regarde les ketubot d'origine livourno-tunisienne, elles ont une grande différence par rapport à la ketouba tunisienne elle-même. La ketouba tunisienne est celle qui est reportée d'ailleurs sur les registres que nous avons retrouvés. La ketouba tunisienne ne mentionne que le mariage par lui-même. La ketouba livourno-tunisienne possède une deuxième colonne sur la gauche qui contient ce qu'on appelle les 4 conditions. Parmi les 4 conditions, c'est la première qui est la plus importante. Il s'agit d'une condition qui exige que le mari n'ait pas d'autres épouses du vivant de la sienne.
En l'occurrence, ces conditions, ce sont pratiquement les premières lois modernes qui sont arrivées en Tunisie en ce qui concerne les actes de mariage, car ça n'existait pas en Tunisie chez les Touansa. Donc en fait, j'ai appris que chez les Livournais, chez les Grena, il n'y avait pas de polygamie. Il y a eu un seul cas de polygamie que j'ai relevé dans votre livre. Oui, les cas de polygamie étaient fort rares, mais même chez les Touansa, en vérité, on ne peut pas dire qu'il y avait une polygamie généralisée chez les Touansa. Chez les Grana, la polygamie était interdite depuis très longtemps, et dès l'apparition des conditions, les fameux Ténaïm, qui étaient issus elles-mêmes des Takanot de Tolède, la notion de polygamie était déjà un véritable interdit. Maintenant, je m'adresse à Gilles Boulu, à qui je vais demander de décrire un petit peu ce registre numéro 3 et numéro 6, puisque vous avez mis à jour ces deux registres. Alors, ces deux registres. Alors, le registre numéro 3 part de 1812 jusqu'à 1844, donc il renferme près de 430 ketubot. Et le registre numéro 6 est plus tardif, il va de 1872 à 1881. Mais nous avons bien sûr les registres intermédiaires qui avaient été publiés par les chercheurs israéliens, ce qui fait qu'on a une continuité. Alors, le registre numéro 3 est beaucoup plus étoffé. L'intérêt, si vous voulez, c'est qu'on a dans ces ketubot, non seulement le texte proprement dit du contrat de mariage, mais nous avons dans un certain nombre de cas des mentions supplémentaires dues au get ou au décès, qui nous donnent des indications. Donc en fait, on a beaucoup plus d'indications dans ces registres que sur la ketouba mère qu'on remettait à l'épouse. Tout à fait. D'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que la ketouba, certaines sont très belles. Vous avez des photos que vous avez reproduites dans votre livre qui sont vraiment très très jolies, en forme de maison, à Beit. Ça fait un petit peu la maison romaine, mais il faut bien dire que c'est la forme de la maison elle-même, avec un toit. Et dans le contenu, vous relevez justement le problème du lévira, le hiboum, le problème du déchaussement, de la khalitsa. En fait, tout ceci protège aussi la femme. Je suis étonnée de cette avancée. C'est très moderne comme texte juridique. Oui, c'est un texte moderne. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup de cas de hiboum et de halitza, donc de lévira et de déchaussement. Oui, mais enfin, on précise que ça existe. Parce que le déchaussement, je rappelle pour les auditeurs, que le terme vient de la khalitsa, c'est-à-dire qu'une veuve sans enfant peut être amenée à épouser le beau-frère, qui peut se désister, et dans ce cas, il y a une cérémonie que l'on appelle la khalitsa. La belle-sœur doit le frapper avec une chaussure très particulière que vous reproduisez justement pour le libérer de cette notion de hiboum qui considère justement le lévira, les épousailles entre le beau-frère et la belle-sœur. Et donc, en fait, on découvre ceci, mais il y a aussi le problème du guet que vous soulevez, dans toutes ces parties qui complètent les ketubas, en dehors du texte du mariage lui-même. Parce que la ketouba, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat. Et vous avez le problème du guet. Et ça revient très très souvent dans les textes qui se rajoutent au ketubot, mais vous allez pouvoir nous en parler, avec le sceau des rabbanim. Oui, alors donc, en fait, donc on a la chance d'avoir donc effectivement un certain nombre de mentions avec donc, de ces supplémentaires, avec ces guettes, qui nous donnent d'ailleurs des indications sur le décès, ou sur le divorce avec des dates précises, donc ce sont des indications fondamentales pour la généalogie. Et alors, vous parliez des paraphes rabbiniques, mais là je vais peut-être laisser la parole à Alain qui a étudié pour notre livre essentiellement ces paraphes. Les ketubot étaient, au bas de la ketouba, étaient signés par des rabbins, par l'époux lui-même et par un témoin, un représentant de la communauté. Et en lisant, si vous voulez, l'ensemble des ketubot, nous nous sommes aperçus que toutes les ketubot étaient paraphées par les rabbins. Et on a pu remarquer que les paraphes avaient une particularité, c'était une véritable calligraphie, une calligraphie tout à fait originale, extrêmement difficile à lire, mais que l'on retrouvait dans les ketubot et que l'on a retrouvé également dans des actes notariés. À la lumière de plusieurs centaines de paraphes que nous avons pu regarder, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un véritable langage ou un véritable rythme ou une certaine séquence au travers même de ces calligraphies, et ça nous a interpellés au point tel que nous avons essayé de comprendre ce qu'il en était.
Et c'est progressivement que nous avons découvert à la fois un langage particulier au sein même de la calligraphie et une symbolique. Alors, dans le registre numéro 3, qui couvre donc 1812 à 1844, on retrouve des noms qui évoquent à l'oreille des familles juives tunisiennes, des noms de familles que nous avons côtoyés dans notre enfance. Je veux parler des Cartozo, des Lombroso, des Valenzi, des Forti, des Lusato, des Sacuto, des Herrera, des Franco, des Cialom, des Pansieri, et j'en oublie. C'est extraordinaire parce que les deux Paz, mais bien sûr, je précise que Gilles Boulu est un petit-fils de Paz. Fils de Paz et petit-fils de Mama. Donc, vous voyez, je suis une liste. Voilà, ce Mama, donc, dont nous avons parlé il y a quelques semaines avec un très beau livre sur les maisons qui nous habitent encore. Et alors, on retrouve justement cette protection, cette notion de Ketubas avec les 4 conditions, les takanotes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Parce que j'ai vu, par exemple, en page, si vous permettez, on va pouvoir reprendre la page 143. Pour la famille Franco, c'est extraordinaire comme paraphe. Donc, on précise que le rabbin n'est pas identifié, mais sur le côté, on rajoute « Nous témoignons comment s'est présenté Isaac cité plus haut ». Donc, ça fait référence, c'est les Franco, Isaac de Juda et de Paz, Léa de Raphaël, divorcé, précise-t-on, qui a divorcé sa femme Léa avec un guet et lui a remboursé tous les détails de sa ketouba à travers le beddin. Il ne reste à la dame citée plus haut aucune réclamation. Dernière dizaine du mois de Hadar Bet 5635 depuis la création. En bas, deuxième paraphe, il s'est présenté à nous témoins qui signons plus bas Raphaël de Lalo Franco et il a pris sur lui de subvenir aux besoins de la dame Léa, la divorcée de son oncle Isaac, c'est-à-dire la nourrir, la faire boire, la loger gratuitement sans argent à partir de ce moment pour l'éternité, et aussi à tout moment et période, si elle tombe malade, la dame Léa, il a pris sur lui, Raphaël, cité plus haut, d'assurer toutes les dépenses pour sa guérison, et c'est bien signé du mardi 30 mars 1875. Et Zeyofi, c'est une protection extraordinaire pour cette femme. Oui, il y avait apparemment une grande solidarité, parce que c'est vrai que l'oncle n'était pas obligé de survenir aux besoins de sa nièce. Donc ces mentions supplémentaires, vous voyez, apportent des surprises extraordinaires à ce niveau-là. Et d'ailleurs, concernant d'ailleurs les veuves, là on parle de guette, mais pour les veuves, la veuve devait donc jurer devant le beddin qu'elle n'avait plus rien à devoir, etc. Et elle devait ce qu'on appelle le serment de la veuve. Donc c'est souvent répété dans ces mentions additionnelles. Tout à fait. Et alors, donc, là, nous allons attaquer le registre numéro 6, qui couvre 1872 à 1881. Et je dois signaler l'excellent travail de Liliane Nejjar et Thierry Samama pour les protégés. Liliane, pourriez-vous dire quelques mots sur ces protégés? Que sont des protégés? Alors, les protégés, c'est issu des accords de capitulation qui intervenaient entre les puissances européennes et l'Empire ottoman et qui assuraient aux ressortissants européens établis dans les provinces de l'Empire ottoman de rester justiciables des lois et tribunaux de leur pays d'origine. Donc nous avons pu relever un ensemble de protégés français au consulat de Tunis. Ils devaient apporter donc leurs preuves. Oui. Alors pour les preuves, c'était un certificat de nationalité, un acte notarié, la lettre d'un tiers. Et ça permettait également de connaître toute la famille, parce que sur le registre de matricule étaient indiqués les parents, l'épouse et les enfants. Et alors, si j'ai bien compris, il y a quand même une grande dissension dans ce travail entre les Touenses et les Graines. Donc entre... Oui, c'est surtout des Touenses, en fait. Donc ils devaient aussi prouver leur origine algérienne. Et pour cela, c'était pas toujours facile. Et quelquefois, il suffisait d'aller en Algérie 24 heures et de revenir avec un certificat d'origine algérienne. Et c'était fait assez fréquemment? Oui, nous avons quand même relevé entre 1836 et 1913 3600 protections. Alors, je crois, Liliane, nous regrettons que Thierry Samama ne soit pas là, mais il est absent de la région parisienne pour l'instant. Je crois que vous avez également
étoffé votre travail en répertoriant certaines tombes du Borgel, du cimetière du Borgel à Tunis. Oui, en effet, j'ai eu l'occasion de posséder 4000, presque 5000 photos que j'ai dû traiter et lire de façon à indexer sous forme de tableau Excel 4100 tombes avec tous les renseignements inscrits sur les tombes. Certaines ont dû être traduites, près de 900, qui étaient totalement en hébreu ou en judéo-arabe. Et outre la date du décès, certaines tombes indiquent aussi si la personne appartenait à la franc-maçonnerie ou si elle était décédée dans un accident quelconque. Donc c'est très intéressant de ce point de vue. Et je crois que vous avez répertorié certaines tombes de grands rabbinim qui ont tenu à être enterrés avec la Guéniza. Oui, en effet. Pas forcément des grands rabbinim, des rabbinim, même des raves, qui effectivement assez nombreux, parce que dans le carré Haï-Borgel, il y a beaucoup de rabbins qui sont inhumés, et la plupart sont enterrés effectivement avec une Guéniza. Pour consulter un petit peu le travail dont vous m'aviez parlé hors antenne de Michel Felous, Oui. qui prépare, je crois, une exposition sur le Borgel. Oui. Est-ce que vous avez des coordonnées à donner aux auditeurs ou est-ce qu'on tape Michel Felous pour se rapprocher de l'anthropologue? Non, à ce moment-là, oui, c'est mieux de se rendre sur le site de l'AICJT, qui est le site du Borgel, dont le président est monsieur Marc Felous, professeur Marc Felous. Et à ce moment-là, il est possible de fournir ses coordonnées. Alors, nous allons revenir au Ketubot. Et je dois dire que j'ai lu votre livre, aussi bien Jules qu'Alain, comme presque un roman policier. Et je m'aperçois, par exemple, que vous insistez sur le fait que le père, la famille paternelle, prend en charge le couple, parfois, en se basant sur l'expression « Taula ou franc », la table et le franc. D'accord? Est-ce que c'était fréquent? Pas tant que ça, dans la mesure... en fait, c'est un peu biaisé, parce qu'en fait, il y a une trentaine de ces mentions supplémentaires sur des centaines de ketubot. Donc je ne peux pas vous donner vraiment une indication de la fréquence en absolu, mais c'est vrai qu'il y avait une solidarité importante qui transparaît donc dans ces mentions supplémentaires qu'on rajoutait donc ultérieurement, qui d'ailleurs nous a permis d'avoir des dates beaucoup plus tardives que le registre proprement dit. Hein. Ça va pour le registre numéro 6, ça va jusqu'en 1918 pour la dernière mention de guette ou de décès. Alors je le rappelle quand même, pour le 19 avril 1875, la ketouba de Lombroso Isaac de Daniel et Sialom Rika de Abraham, un montant de 25 000 rials, avec une mention supplémentaire, rajout de l'époux, que le père de l'épouse a pris sur lui de subvenir aux besoins de sa fille et de son époux, ce qu'on appelle la taula franc, la table et le franc, pendant 2 ans de suite, qu'ils ont évalué entre eux à 2000, alors on pense que ce sont des rials, et l'époux a tenu à rajouter 1/3 sur la table et 1 franc de la somme de 1000. L'époux a voulu ensuite rajouter 4444. Je veux dire que c'est pas très facile d'établir une ketouba dans ces conditions-là. Oui, alors en fait c'est grâce au grand rabbin tunisien Raphaël Attias qu'on a pu avoir la traduction de ces textes qui sont très pittoresques, hein, qui sont presque anecdotiques et qui permettent de nous donner une vue sur les conditions un peu de ce qui se passait après les décès et sur la société donc dans cette communauté. Alors je crois qu'il y a même un pourcentage qui est établi sur le statut matrimonial. Parce que vous relevez un certain nombre de veuves, un certain nombre de divorcés. Enfin, ça touche à la femme. 1 lévira, 2 déchaussements pour le 6e registre, par exemple. Oui, il y a en moyenne, alors ça rejoint un peu les statistiques d'Attal et d'Avivi dans leurs ouvrages sur les autres registres, il y a à peu près 4 à 5% de veuvage. Voilà. C'est-à-dire que, enfin, le jour J, la veuve est dite veuve, bien sûr, du mariage précédent. Voilà. Alors, Gilles, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Vous signalez qu'au XIXe siècle, les Livournais n'étaient pas réfractaires au mariage mixte. Et pourtant, moi, j'ai le souvenir qu'ils poussaient carrément jusqu'à avoir un cimetière à part, parce que les Livournais étaient enterrés dans une partie du Borgel qui était complètement à part. Oui, tout à fait. Depuis 1710, en fait, il n'y a jamais eu de schisme. Hein. C'est simplement 2 communautés. Il n'y a pas eu d'intégration simplement des Granats au fin 17e, qui s'appelait la Nation juive livournaise de Tunis. En fait, et en 1710, il y a eu la création de cette communauté officielle des Granats. Et c'est une création, si vous voulez, c'est une communauté séparée simplement,
Alors, bien sûr, ils avaient leur bête d'île, leur cimetière, jusqu'en 1944. Hein, il a fallu attendre 1944. Il y a une dissolution, en fait, par le gouvernement français en 1944. Bien sûr, ça c'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une assimilation. Comme il y avait beaucoup d'Italiens, naturalisés italiens, parmi les Granats, il y a eu une espèce de sanction. Et en fait, ça a été donc dissous en 1944. Et il y a eu également un rapprochement entre les deux communautés, c'est-à-dire entre la communauté des Granats et des Tuansa, par l'élévation du niveau social de la communauté des Tuansa en particulier, qui a fait que progressivement, si vous voulez, les mariages mixtes ont commencé. C'est important parce que cela explique que progressivement nous avons des mariages mixtes au fur et à mesure des années, comme l'a dit Gilles. Mais ça vient essentiellement de l'équivalence du niveau social, car entre-temps, grâce à l'Alliance israélite universelle, grâce à l'éducation d'une façon générale, l'ensemble des juifs Tuansa et l'ensemble des juifs en général savaient déjà au moins lire et écrire, ce qui était une avancée colossale pour l'Afrique du Nord. Alors nous allons attaquer un chapitre très intéressant sur la généalogie et leurs arbres, puisque vous vous êtes appuyé sur 5 familles, vous avez pris 4 familles de notables grénins, livournaises, et puis une famille, je dirais, moins représentative, mais c'est important de voir un petit peu le schéma que vous avez tracé, le calque. Nous allons démarrer avec la famille Bonan. Alors, famille Bonan, grande famille rabbinique. À la famille Bonan, oui, on a eu la chance, en fait, d'avoir la totalité des ketubot de cette famille depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc, cette famille qui remonte au rabbin Isaac Bonan, 1762-1714, qui signe. On a leur signature, bien sûr, de ces rabbins. Et donc, c'est une chance... D'ailleurs, dans cette famille Bonan, c'est le seul cas de bigamie. Alors, il y a un cas, semblerait. Alors, j'ai eu des doutes à un moment. Il y a un des fils du premier du rabbin Abraham Bonan, donc qui était un grand négociant, a eu 3 femmes. Bon, ça pouvait arriver, bien sûr, mais il y a un chevauchement au niveau chronologique entre deux épouses. Et donc, c'est un cas exceptionnel, je pense, de bigamie, mais c'est tout à fait exceptionnel parce que, comme Alain l'a dit tout à l'heure, donc de toute façon la polygamie était interdite chez les Livournais avec la première condition des Ténaïm, sinon il devait répudier sa femme et rembourser la ketouba. Une des takanotes en fait. Ça n'existait pas donc. Alors, je me tourne vers Alain Nedjar qui va nous parler de la famille Cézanne. Vous avez fait donc c'est peut-être Gilles Boulu qui va nous en parler, on va donner la parole plus tard à Alain. Alors Gilles, la famille Cézanne que vous suivez, mais en 1881, paf, apparemment il n'y a plus de descendants. Eh ben, il n'y a plus de descendants, c'est une famille importante. Hein. Le plus connu était Isaco Cézanne, qui a été à un moment président de la communauté portugaise en 1869, et qui a contribué d'ailleurs, qui a été un des créanciers de la Tunisie, donc qui était richissime. Et effectivement, en regardant justement le complément de notre ouvrage pour les Ketubot, c'est-à-dire l'état civil de Tunis qu'on a mis en ligne, on n'a plus de Cézanne. Il y a eu des filles à un moment, puis, parce que là, bien sûr, dans les ordres que j'ai mis, j'ai suivi la descendance patronymique. Bien sûr, Cézanne. bien sûr. Il n'y a plus de filles, il n'y a que des filles, il n'y a plus de garçons, tout simplement. Ça s'est éteint. Voilà. Alors Gilles, et la famille Forti, originaire de Florence, alors, la famille Forti, installée à Tunis, fin du XVIIIe. Hein. Alors c'est très intéressant parce que, en fait, grâce aux relevés nombreux qui sont encore en cours aux archives diplomatiques de Nantes, on a relevé des milliers de documents concernant donc les Juifs de Tunisie dans les archives du Consulat de France de Tunis. On retrouve tous ces pères de famille, ces mariés de ces ketubot, comme négociants internationaux. Et donc les Forti, on a retrouvé des actes, j'ai retrouvé des actes des Forti des années 1780 dans les registres du Consulat de France, en français. Et ces mêmes personnes, ils signent et on a les mêmes signatures dans les ketubot. Eux sont des Florentins qui sont arrivés donc fin 18e, effectivement. Je rappelle qu'un des descendants des Forti sera administrateur de la Banque de Tunisie après le protectorat. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une famille importante. Ils naviguaient entre Tunis et Marseille. De toute façon, ils étaient français déjà depuis Napoléon III. Ils se sont fait naturaliser à cette époque-là. Gilles, si vous nous parliez maintenant de la famille Lévi-Ashkenazi, qui gravite autour d'une personnalité, Yehuda de Nathan Lévi Ashkenazi, dont le nom patronymique Ashkenazi à un moment n'est pas retrouvé. Oui, alors c'était un peu complexe, un peu ardu à refaire cette généalogie, parce que dans la moitié des ketubot, le patronyme Ashkenazi ne figure pas. Donc ça a été il a fallu croiser avec d'autres sources, l'état civil, d'autres sources plus complexes, etc.
Et on a pu montrer que, en fait, le grand rabbin Juda Lévi, qui est cité dans différents auteurs, d'ailleurs, sur l'histoire des rabbins de Tunisie, et même dans ses ouvrages savants, jamais on parle de l'Ashkénazi. On dit simplement que la famille était originaire de Gibraltar, et peut-être avant de Brody en Galicie, ce qui est vrai. Et finalement, j'ai pu retrouver, lire directement dans certaines ketubot Ashkénazi, à côté de Lévi, et faire des concordances, des corrélations. Et finalement, oui, donc on a pu faire la généalogie. Et donc les petits-neveux, les descendants ou les petits-neveux de ce grand rabbin Juda Lévi, qui était quand même le grand rabbin de Livournais, dans les années 1830, sont des écrivains connus de l'époque des années 1930, qui sont Rivel et VL. Si nous parlions de la famille Luisada. Alors la famille Luisada, c'est autre chose. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait un exercice de style. La dernière généalogie que j'ai mis dans le livre, c'est simplement pour montrer l'intérêt de ces ketubot et des autres sources pour faire une généalogie. Donc j'ai pris une famille au hasard, presque à l'aveugle. Dans l'état civil de Tunis, j'ai pris le décès d'une Dolci Franco en 1912. Et je me suis dit, je vais faire un challenge. Je vais essayer de faire sa généalogie et celle de son Vous êtes mari. remonté jusqu'à 1750. Je suis remonté effectivement jusqu'au XVIIIe siècle grâce à toutes les ketubot, le corpus de 100 ans. Et j'ai eu la chance de trouver des Louisada qui faisaient du commerce que j'avais retrouvé dans les registres du consulat de France de Tunis. Alors, je ne peux pas terminer cette émission sans parler des paraphes des rabbins livournais. Alors là, je laisse la parole à Alain qui s'est beaucoup intéressé sur ces paraphes de rabbins et qui a d'ailleurs fait un très beau tableau de tous les rabbins chronologiques. En page 293, vous faites référence à tel père, tel fils avec Khanfous. Tout un chacun en arabe sait que Khanfous, ça veut dire... Je préférerais d'ailleurs votre traduction parce qui n'est pas tout à fait correspondante. Khanfous, ça c'est la petite fourmi, la petite bébête qui traîne. Et la blatte. Et vous avez tenu à la traduire plutôt par scarabée parce que c'est beaucoup plus noble. Oui. Hein? Oui, parce que j'estimais, si vous voulez, que cette belle calligraphie, le terme de Khanfousa, le terme de blatte, en ce qui n'était pas adapté, et j'ai préféré, si vous voulez, comparer ce type de calligraphie au scarabée. Pourquoi le scarabée? Le scarabée était le signe du sceau d'Ézéchias, un roi d'Israël, et en l'occurrence, je préfère penser au scarabée, c'est quand même un petit peu plus valorisant qu'à la blatte, qui me paraît un terme un peu pauvre. Alors, pour terminer cette émission, je voudrais vraiment conforter le vœu de Robert Attal et de Joseph Avivi, qui écrivent dans la préface de leur dernier ouvrage. Il nous reste à formuler le vœu que les autres registres puissent un jour émerger du fond de leur lieu obscur. Aujourd'hui, ce vœu est en partie exaucé grâce à ce magnifique travail d'Alain Nedjar et de Gilles Boulu, grâce aux recherches du Cercle de généalogie juive section tunisienne, qui a permis d'entreprendre ce travail d'histoire et de mémoire. Merci Gilles Boulu. Merci beaucoup. Merci Alain Nedjar. Merci mille fois. Merci Liliane Nedjar. Merci. Nous faisons un petit coucou à Thierry Samamak, à qui on donnera la parole une autre fois. Alors, pour retrouver ce document, que je vous invite vraiment à vous procurer, qui est édité par le Cercle de généalogie juive, je rappelle le titre, La communauté juive portugaise de Tunis, registres matrimoniaux de Gilles Boulu et Alain Nedjar. Je rappelle aussi que c'est un puissant outil de recherche généalogique et vous pouvez vous adresser au secrétariat du Cercle de généalogie, dont je rappelle le mail, secrétariat au singulier, @genealoge, genealoj.org. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.